Honnêtement, j'avais prévu une entrée en matière assez raffinée, un peu théâtrale, mais j'y renonce. Les temps exigent peut-être un peu de nous de la simplicité. Alors bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue notamment à la classe de terminale L du lycée Camille Pissarro de Pontoise, accompagnée par Christine Guimonet, secrétaire générale de l'APHG. Bienvenue aux amis, aux collègues, aux étudiants, aux auditeurs, et puis poursuivons sur ce ton. Bonne année, tous mes voeux pour l'an 9. Je me suis une fois de plus laissé un peu surprendre par ce sentiment très particulier, déroutant, envoûtant, où se mêle la crainte, en fait la terreur de devoir commencer, et l'envie, en fait le désir fou de devoir commencer, ou plutôt d'avoir déjà commencé. D'ailleurs, ça y est, ça a commencé. Et le cours de cette année portera là-dessus exactement, sur, au fond, le sens politique de commencement qui, au moment même où on les vit, des expériences, des expérimentations au Moyen-Âge, nous donne le sentiment d'avoir déjà été vécu et, au fond, de commencements qui ne peuvent se vivre que comme des recommencements. Le cours de cette année s'appelle donc « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Alors, recommençons simplement, c'est-à-dire, au fond, donnons la situation du cours. Dans la collection des expressions académiques qui m'ont toujours intrigué, comme position de thèse, par exemple, il y a situation du cours. Elle est généralement utilisée par les éditeurs de manière posthume. Alors, je vais tenter de l'appliquer de mon vivant, mais il faudra alors entendre situation d'une oreille un peu sartrienne. Une situation, c'est un composé de contraintes et de libertés qui est pour chacun d'entre nous, en fait, sa position au monde, c'est-à-dire à la fois une situation de fait, au milieu des obstacles, des concours que le monde, à un moment donné, offre pour conditionner, je dirais, un projet personnel d'action, y compris si cette action espère son efficace dans l'ordre intellectuel, qui est le nôtre, disons. Si bien que la situation, voilà, comme ça que j'entends ce que pourrait être une situation de cours, elle vise une fin, voilà, ce qu'on espère trouver, mais une fin qui est conditionnée par voilà, la situation de fait où on est. Voilà, elle consiste à la fois dans le fait d'être là et dans le fait d'être par-delà, dit Sartre. Donc, c'est ma 4e année de cours ici, dans cette situation. La première avait consisté à fermer un vieux chantier de recherche. Je fais un petit peu le bilan devant vous très rapidement, je vous le rassure, de le refermer proprement, comme disent les archéologues. C'était un chantier de recherche sur Ambroise de Milan. Refermer proprement, en archéologie, ça ne veut pas dire simplement arrêter une enquête, ça veut dire ménager la possibilité que d'autres puissent la reprendre. Une fouille archéologique, elle met à jour des vestiges qui sont l'empreinte que le temps fait dans la matière, mais elle les enrobe aussi de récits qui sont la mise en intrigue de ces traces par l'interprétation. Or, on dégage toujours plus d'objets que l'on en comprend. C'est vrai en histoire, c'est vrai aussi en archéologie. Il y a ce qu'on a compris de ce qu'on a trouvé, mais il y a aussi tout ce qu'on a trouvé sans le comprendre. Et le risque alors, c'est de le noyer dans une interprétation globale qui colmate les failles. Donc, refermer proprement, c'est donc permettre à d'autres de recommencer, en fouillant au même endroit et en trouvant des objets intacts, en place, en situation, comme disent les archéologues. C'est-à-dire qu'ils sont là et par-delà. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être repris et relancés à d'autres fins. Je le dis pour les jeunes, voilà pourquoi les livres ont des notes de bas de page. Nous reparlerons de ces références tatillonnes tout à l'heure que Marc Bloch prenait pour la morale de l'intelligence, ou en tout cas une de ces manifestations. Oui, parce que les notes de bas de page, elles forment le sous-sol
de la construction discursive une fois que l'on a refermé proprement la zone de fouille. Et donc elle signale à ceux qui auraient envie de la reprendre le moyen de contrer, de contrarier même ce qu'on a dit dans le corps du texte. Je suis donc en train de vous parler du cours de l'année 2016 intitulé « Souvenirs, fiction, croyance, le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan » qui était peut-être déjà une manière d'approcher cet art politique des recommencements. Ce que j'avais appelé le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan était une période très ancienne, le Moyen-Âge, où un souvenir plus ancien encore, Ambroise de Milan, s'obstinait à revenir pour hanter le présent, un passé qui ne cessait de recommencer, qui se transformait en recommençant, mais qui, en retour, relançait, transformait le temps politique. Et j'y explorais différentes possibilités narratives pour raconter cette histoire à rebours, l'archéologie d'un nom propre. Je les explorais pour y renoncer, au fond, pour l'épuiser et pour me donner l'envie et la possibilité, pour me mettre en situation de l'écrire différemment. Et voilà, le livre, je suis quand même content de le dire, sort à la fin de ce mois de janvier sous le titre « La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e, 16e siècle ». Je me suis délivré de ce poids-là. Je vais donc le regarder comme une chose détachée, un vestige. Mais enfin, ça accompagnera inévitablement la réflexion. Rassurez-vous, je ne vais pas recommencer. Hein. Mais bon, peut-être il y aura ici ou là quelques rechutes. Simplement parce que je dirais que d'un mot, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'y tentais davantage que je ne le pensais une généalogie de la séparation dans le gouvernement occidental. Or, cette archéologie du gouvernement des modernes, il bute toujours sur un reste, quelque chose qui est inassimilable, presque un rebut. J'en parlerai tout à l'heure comme d'un rebut, c'est-à-dire en fait une survivance embarrassante qui est l'origine liturgique de tout art de gouverner, qu'on peut appeler de différentes manières. La liturgie, simplement, la gloire, on va y revenir, mais ou en tout cas les pouvoirs d'acclamation. C'est de cela dont j'aurai à parler. Qu'est-ce que la liturgie ? Je me suis rendu compte l'année suivante, en 2018, donc, qu'il y avait au fond deux manières de faire cours, et en particulier de faire cours ici. La première, c'est celle que j'avais tentée la première année, c'est-à-dire au fond raconter un livre qu'on est en train d'écrire ou raconter la manière dont on a du mal à l'écrire. Et la deuxième, c'est de passer d'un livre à l'autre. Et ça a été les 2 années suivantes, les fictions politiques 1 et 2, qui, s'ils deviennent un livre, le deviendront indirectement. Bon, je dis tout ça parce que ça m'engage publiquement. Bon, voilà. Et puis ça m'arrange, excusez-moi, dans 5 minutes c'est terminé, mais c'est important de faire le bilan. Certains se souviennent peut-être que ce cours sur les fictions politiques s'organisait en diptyques, le premier prenant au large une question qui trouvait ses points d'arrêt dans des métaphores, société eucharistique, pouvoir cannibale, des dilemmes, vérité, fiction, histoire et morphologie, préfiguration et subversion, pastiche et postiche, mais aussi surtout des images, et notamment cet événement visuel qui nous avait arrêtés proprement, qui constitue le frontispice du Léviathan. Et quant au second, Fiction politique 2, Nouvelle de la tyrannie, l'année dernière, il appliquait ce que l'on croyait avoir compris des fictions politiques à un corpus beaucoup plus limité, celui de la novellistica italienne, du XIIIe au XVIe siècle, ce qui correspond exactement à l'encours chronologique de cette chaire. Vous vous souvenez peut-être également que le cours sur les fictions politiques fut régulièrement, disons, percuté par le choc des événements en cours, à la pression de laquelle je ne pensais pas convenable de devoir me dérober. Mais simplement, en tant qu'historien, les mettre à distance, et les mettre à distance et les garder devant soi, un peu éloignés, à bonne distance, mais toujours devant soi, c'est-à-dire les garder à l'œil.
Cette capacité, au fond, de l'histoire à accueillir ce qui la déborde, qui avait pu être annoncé dans la leçon inaugurale, ce fut le cas des premiers cours de l'année 2017 sur la post-vérité, cela risque encore d'être le cas cette année, avec cette réflexion sur les expérimentations médiévales du politique. Même si cette enquête que je vous propose à partir d'aujourd'hui vient de loin, et notamment parce qu'elle vient capitaliser les 2 années précédentes de séminaires sur l'expérience communale, en 2017 et 2018, qui elles aussi s'organisaient en diptyque, dont le premier volet était général, historiographique, et le second, intitulé « La vie civique », consacré à la cité communale italienne, envisagée comme, au fond, davantage qu'une exception, une accentuation du mouvement général de l'expérience communale européenne. Or, toute accentuation est aussi une forme d'anticipation. Ça, c'était ce qui était en jeu, au fond, théoriquement, dans la notion de fiction politique. Donc, ça voulait dire que se préfigurait là, pour l'Europe, en plus petit, ce qui allait ensuite, au fond, s'expérimenter de manière plus large. Alors, il n'est pas exclu que le cours de cette année s'organise lui aussi de la sorte, c'est-à-dire peut-être en 2 ans, je ne sais pas encore. En tout cas, je ne parlerai pas seulement, à partir de la semaine prochaine, de la cité italienne, et même pas seulement de la ville. Je parlerai de toutes les formes situées d'expérimentation politique, cherchant les lieux d'émergence du politique, au cœur même des rituels, dans la liturgie du pouvoir. On va commencer aujourd'hui dans les communautés paysannes, dans les foules révoltées, dans les groupes aristocratiques, là où, au fond, on ne les cherche pas immédiatement, mais là où pourtant elles sont, où elles pourraient être, où on pourrait en tout cas aller les chercher. Et qu'est-ce que ça veut dire émergence du politique ? Je vais m'en expliquer un peu tout à l'heure, mais pas trop, parce que je garderai aussi cette, je ne suis pas sûr que ce soit une méthode, mais enfin en tout cas cette mauvaise manie que j'avais depuis les fictions politiques, c'est-à-dire de prendre un syntagme un peu flottant et de le stabiliser progressivement jusqu'à ce qu'en faire, mais à la toute fin, quelque chose comme une définition. Et donc, au fond, il s'agira de risquer une théorie générale, non pas du système des pouvoirs médiévaux, mais de son inventivité politique. Ou en tout cas, un inventaire, une cartographie des lieux de son inventivité politique. Et ce, à partir justement des conditions, je dirais, de sa réactualisation contemporaine, c'est-à-dire de sa vulnérabilité aux accidents dont je parlais précédemment, à la capacité de se faire choquer, brutaliser par donc, les assauts fracassants du présent, toujours dans la visée ultime d'une généalogie du gouvernement des modernes. Et voilà pourquoi cette réflexion vient de loin, parce qu'elle prend en charge également, et après j'en aurai fini avec la situation du cours, la première année de séminaire en 2016 consacrée aux effets de la modernité, dont le sous-titre était justement « Expérience historiographique ». Alors, pourquoi, dans, je dirais, le régime de l'écriture historique, en particulier aujourd'hui, cette obsession du terme « expérience » puisque effectivement le sous-titre du séminaire de 2016 était « Expérience historiographique ». Bon, c'est un mot qui est en partie exogène au lexique politique médiéval, mais en partie seulement. Le mot expérience signifie au XIIIe siècle, par exemple dans le Trésor de Brunetto Latini, une connaissance acquise par la pratique. Et par extension, la somme de ces connaissances accumulées dès lors qu'elles nous sont venues par la pratique. Une longue expérience. Donc l'expérience, c'est à la fois le temps bref de cette appréhension du réel en situation et sa capacité à être transmis. Elle désigne donc, signale Émile Littré, à la fois l'acte d'éprouver ou l'acte d'avoir éprouvé
et la connaissance des choses par un long usage. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat, écrit La Fontaine. Voilà pourquoi, lorsque Claude Bernard définit en 1878, ici même, ses principes de médecine expérimentale, il joue de cette ambivalence du mot en français, et en français seulement, pour, je le cite, donner dans un sens concret le nom d'expérience aux faits qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses. Donc on entendra aussi, au fond, les opérations de pensée d'une science non expérimentale, comme l'histoire. Et donc, voilà pourquoi on entendait par expérience politique, dans ces 2 années de séminaire, 3 choses. À la fois, je dirais, l'expérimentation politique d'un gouvernement du commun, qui se manifeste à certains moments de l'histoire, dans certaines conditions, qui précipitent des formes politiques plus ou moins durables, qui cherchent à se stabiliser et qui s'usent très vite. Voilà, c'est-à-dire c'est cette idée, effectivement, d'une expérience qui se tente et qui se périme, mais qui constitue une potentialité du devenir historique de toute société politique, et donc dont on peut faire une histoire discontinue des expériences qui ne se laissent pas circonscrire par le grand récit de l'histoire de la souveraineté, par exemple, mais qui est une tradition transmise, rêvée, évidemment constamment réinventée, et qui forme donc dans sa deuxième acception l'expérience, par exemple en l'occurrence communale. Mais on l'entendait également comme une expérience sensible, donc dans un sens qui est travaillé par l'histoire des émotions politiques. En quoi faire commune affecte-t-il les vies de celles et ceux qui s'y engagent ou qui s'y abandonnent, et qui, s'y engageant, s'y abandonnant, se découvrent différents de ce qu'ils croyaient être, plus courageux, plus inventifs, plus solidaires, ou, au contraire, plus égoïstes, plus lâches, plus faibles. Cette portée politique de l'expérience vécue, au fond, aujourd'hui, si je voulais un peu poser qu'une seule chose, oui, peut-être aussi sous la pression des hantises du contemporain, je suivrais le grand historien de la formation de la classe ouvrière anglaise, Edward Thompson, qui en définissait ainsi la portée. Ce sont des engagements, ce sont des combats, ce sont des pratiques qui modifient en retour la constitution du groupe et sa façon de penser. Comme il l'écrivait dans un bel article de 1957 consacré à l'humanisme socialiste, les hommes agissent, puis en font l'expérience, pensent et agissent à nouveau. Dans leur préface à la traduction française de Les usages de la coutume, tradition et résistance populaire en Angleterre, XVIIe, XIXe siècle, paru en 2015, Jean Bouthier et Arundhati Virmani insistent à juste titre sur ce qu'ils appellent les mots puissants de ce maître historien, dont d'ailleurs les premières passions ne furent pas l'histoire. « Je n'ai jamais pris la décision d'être historien », écrivait Thompson, mais la politique et la poésie. On y reviendra tout à l'heure. Bon, c'était aussi rapport à la situation de ses cours. Il enseignait à des jeunes adultes et il désirait d'abord les convaincre de leur capacité d'agir, en leur faisant prendre conscience de leur mémoire sociale, de la possibilité de faire entendre leur voix propre, de la légitimité de leurs arts de faire. Et donc, ces mots puissants, ils s'expliquent aussi en situation, ce qu'ils voulaient en faire, et à qui, et pourquoi, et dans quelles conditions, et comment. Aussi la puissance du mot agency, par exemple, chez Thompson, s'épaule-t-elle de celle d'expérience pour désigner, je le cite encore dans un article plus récent, 1980, la réponse mentale et émotionnelle d'un individu ou d'un groupe social
à de nombreux événements liés entre eux ou à la répétition du même type d'événements. Et on s'intéressera aussi, dans les expérimentations politiques, à cette capacité de réitération, rythmique, de répétition. Il me semble qu'une telle conception de la dignité de l'expérience est plus utile aujourd'hui et des arts de faire populaires que les rêveries insurrectionnelles sur le groupe en fusion dans la critique de la raison dialectique, à partir d'une description hallucinatoire, Malraux aurait dit apocalyptique, de la prise de la Bastille. Cela dit, c'est intéressant aussi de se souvenir que Sartre, toujours lui, distinguait les collectifs des groupes en fusion et les groupes en fusion des groupes assermentés. Il y a effectivement des situations où les collectifs peuvent entrer en fusion. Le passage du collectif au groupe est comme un changement d'état produit par la nécessité d'agir, mais contraint aussi par, je dirais, une certaine température. C'est comme ça que Jaurès le disait. Il appelait parfois une situation de haute température historique. Et cette fusion de la praxis, elle ressemble beaucoup, dit Sophie Vanish par exemple, qui commente ça, à ce que les sciences sociales appellent aujourd'hui la désectorisation, quand tout effectivement, d'une certaine manière, crée les conditions d'un moment créateur d'un événement historique dans le champ social. Soit, et donc en attente de cette puissance stabilisatrice, consolidatrice, que Sartre appelait le serment, qui peut nous intéresser en histoire médiévale. On essaiera d'utiliser ça. Je donne juste quelques pistes. Soit donc une situation politique incertaine, inattendue, instable, imprévisible, disons la nôtre aujourd'hui. Une situation intraduisible dans notre lexique politique commun. On lui jette à la face quelques mots du passé, toujours les mêmes d'ailleurs. Fascisme, populisme, insurrection, peuple, foule, haine, mais aussi, je le crains, émancipation, par désœuvrement, ou pour conjurer la peur, mais en pure perte. Parce que nous sommes dans la configuration machiavélienne où l'ancienne langue se périme au contact d'un réel qu'elle ne désigne plus, où les mots ne renvoient plus aux choses du politique. Alors que faire ? On prendra juste ici rapidement pour symptôme le désarroi face à la crise politique que traverse la France, sans même chercher d'ailleurs à la qualifier ou à la disqualifier politiquement, en se posant une seule question: lorsque surgit un tel événement, que peut l'histoire, ou plus précisément, que produit le recours à l'invocation d'un précédent historique pour lutter contre l'arrogance du présent? Et en particulier, si on est médiéviste, qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? Et on peut même se poser la question, pourquoi des médiévistes? C'est le titre de la séance d'aujourd'hui. Pourquoi des médiévistes? Ben oui. On parle généralement, depuis les suggestions de François Hartog, de présentisme pour désigner cet étrécissement du temps politique, bien connu, oubli du passé, crise de l'avenir. Et je suggérerais volontiers de parler d'un présentisme à double fond, tant la tyrannie du présent véhicule toujours par contrebande une comparaison implicite avec un passé récent qui s'impose comme métaphore obligée. D'une certaine manière, nous n'avons parlé que de cela l'année dernière, des métaphores politiques du passé récent, avec les fictions politiques. Et il est facile aujourd'hui de déterminer cette obligation de comparaison, par exemple, avec les années 30. Dès lors, le sujet se déplace vers ce que l'on pourrait appeler l'angle mort des historiens, s'interroger non pas sur leur lucidité, mais sur leur aveuglement, et se demander si le fait de connaître un précédent supposé à une situation historique permet de la comprendre,
ou au contraire de mieux se méprendre sur elle? Et la réponse à cette question n'est pas univoque. Alors on trouvera toujours effectivement, je ne sais pas, des massacrologues professionnels qui s'autorisent de leur connaissance des crimes de masse du passé pour asséner leur vérité sur la dernière catastrophe en date, mais cette comparaison suppose quand même d'être maniée avec précaution. Je ne sais pas, celle, par exemple, du livre de Jacques Semelin, Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides, qui montre que, au fond, la pulsion comparative doit toujours être contrôlée, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y entre jamais d'excitation. Car l'historien qui s'excite à voir s'agiter sous ses yeux un terrain, à voir en vrai ce qu'il a appris dans les livres, est perdu pour la science, comme l'homme politique fasciné et perdu pour la raison. Retenons en tout cas que dans le cas présent, celui d'une crise de la représentation, justement, qui met en jeu les fondements de la démocratie, il est normal de voir la recherche frénétique d'une généalogie historique sauter ce verrou des années 30 et plonger au cœur de l'histoire à la recherche de précédents. Et il y en a toujours deux types. Le premier, immuable, c'est notre passé de référence, beaucoup moins bruyant que d'autres, mais inépuisable, omniprésent, c'est l'Antiquité gréco-romaine. Le peuple, l'exclusion, la tyrannie, sur tous ces sujets, sur bien d'autres, c'est un trésor d'expériences sans cesse réactivées, et voilà pourquoi nous avions commencé à penser l'expérience communale depuis la cité grecque, et voilà pourquoi je proposerai toujours ici de s'inspirer des historiennes et des historiens de l'anthropologie politique de la Grèce ancienne, qui peuvent, de ce point de vue, nous servir de guide, ne serait-ce que pour désigner ce que signifie le genre masculin de les inventions du politique. Pourquoi parler du politique et pas de la politique? Même si les deux, effectivement, proviennent du politikos platonicien, mais se distinguent. En quoi se distingue-t-il? La communauté s'institue par elle-même, cette auto-institution de la communauté passe par l'accès réglé à différentes institutions, qu'on peut appeler la politique, ou en tout cas la politeia, qui désigne bien plus que la Constitution, y compris d'ailleurs, on le verra ensemble, dans son acception médiévale. Mais le politique le déborde toujours, car il désigne l'ensemble des activités, dont le champ d'action ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre institutionnel, mais relève justement d'expériences, de pratiques très variées, qui ont en commun de se saisir en contexte conflictuel. Donc, par invention du politique, nous désignerons donc bien autre chose que les étapes d'une histoire constitutionnelle ou la genèse d'une construction étatique, mais, je le répète, les lieux d'émergence hétérogènes, discontinus, qui forment autant d'expériences. On ira donc chercher ces expériences dans tous leurs lieux d'émergence, pas seulement en ville, et se demander en quoi elles sont ou pas des expérimentations. Et là encore, le passé antique agit comme passé de référence et nous permet de poser les choses simplement. Prenons par exemple, je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon sujet, mais juste pour l'évoquer, l'ostracisme. L'ostracisme comme expérimentation politique. Comme l'ont montré des travaux récents, par exemple ceux de Pascal Payan, il y a un article intéressant intitulé « Ostracisme, amnistie, amnésie ». Oui, je vous dis une fois pour toutes les références sont sur le site Internet. Ensuite, après, sur la page personnelle, les cours que je donne sont ensuite donc sur, en même temps que les podcasts, je donne toutes les références, donc ne vous inquiétez pas. Donc des articles récents, celui de Pascal Payan, d'autres dans le livre collectif dirigé par Vincent Azoulay et Paulin Ismar en 2011, Clisthène et Lycurgue d'Athènes autour du politique dans la cité classique, qui montre au fond qu'il y a là une expérimentation politique liée à un climat, à une situation qui est une situation de défiance
entre le peuple et les élites et d'inquiétude face à des personnages qui pourraient justement mettre en péril le régime démocratique. Et tout cela dans l'effet de souffle des réformes de Clisthène. Et donc, l'ostracisme est une procédure qui consiste à écarter provisoirement pour 10 ans, et encore, la plupart des condamnés étaient rappelés avant la fin de leur peine, et dans des conditions juridiques très strictement délimitées. On leur confisque pas les biens, etc. Et aussi à l'issue d'une procédure très lente, très réglée, très contrôlée, eh bien, tous les personnages jugés dangereux pour la pérennité du système démocratique. Et au départ, c'est peut-être un rituel, c'est-à-dire l'expulsion du pharmakos, sorte de bouc émissaire à l'occasion des fêtes des Targélies. Donc on aurait quelque chose qu'on va expérimenter souvent en histoire médiévale, c'est-à-dire le dérèglement au fond d'un rituel pour créer une expérimentation politique. Mais ce qui est important ici, c'est la teneur, c'est la lenteur d'une procédure électorale différée. Donc on vote une première fois sur le principe de l'ostracisme, puis 2 mois plus tard sur le nom qu'on veut ostraciser. Tout ça est fait pour limiter l'emballement, tout ça est fait pour normalement limiter aussi la possibilité d'une manipulation. Or, le premier cas d'ostracisme est attesté en 488, si l'on en croit Aristote, et le dernier en 417. Donc c'est assez bref comme expérience. Et comment ça s'achève? Comme toute expérience, par son échec, c'est-à-dire par le retournement. Parce qu'en 417, c'est non pas un puissant, mais un démagogue qui s'appelle Hyperbolos, que Thucydide dit être un homme misérable. En fait, il est maître d'une manufacture de lanternes, qui est ostracisé par entente de 2 aristocrates bien connus, Nicias et Alcibiade, qui se sont arrangés pour effectivement faire... Voilà, pour détourner la colère vers Hyperbolos. Donc, à partir du moment où ça a aussi manifestement échoué, on arrête. L'expérience s'achève, mais elle se poursuit différemment, parce qu'il y a une autre institution qui est l'isangélie, la mise en accusation d'un magistrat devant l'Assemblée qui lui succède. Bref, l'ostracisme, comme expérience, laisse des vestiges. Alors concrètement, archéologiquement, des objets, beaucoup d'objets, comme vous le savez, l'ostracon, mais également des souvenirs, constamment remployés. Et il ne s'agit pas seulement de tracer des généalogies à partir de ce passé de référence, mais seulement de l'envisager comme une ressource d'intelligibilité. Donc ça, voilà, c'est ce que j'appelle le passé de référence. Mais tout autre est le recours à l'histoire que l'on pourrait dire moderne, et qui puise ici jusqu'à la Révolution française, ou en tout cas jusqu'aux Lumières, avec, vous l'aurez remarqué dans la situation présente, quelques incursions aventureuses du côté de, d'ailleurs aventureuses mais intéressantes, du côté de l'économie morale des émotions d'Ancien Régime. Mais là, ça ne devrait pas s'appeler du même nom, parce que c'est, je dirais, l'Aufklärung apparaît bien ici comme, pour reprendre l'expression de Canguilhem, notre plus actuel passé. Voilà. C'est-à-dire, au fond, ce qui est en jeu à ce moment-là, lorsqu'on invoque cet autre passé, c'est notre rapport critique, évidemment critique, à l'héritage des Lumières, qui est aujourd'hui travaillé par Antoine Lilti, c'est-à-dire l'attitude de modernité, c'est-à-dire le fait qu'on s'interroge à partir de ce plus actuel passé sur ce que c'est pour l'aujourd'hui que de différer d'hier. C'est-à-dire qu'on cherche un diagnostic de vérité qui suppose évidemment de ne pas céder à la manie de l'analogie, et à ce moment-là, justement, on cherche des précédents. Alors, dans le cas présent, on ne peut qu'être frappé, en ce moment, de l'étrécissement de la référence historique bornée dans un cadre strictement national, c'est-à-dire généalogique, le mécontentement social actuel ne pouvant être qu'un rejeu d'une culture politique française dont on cherchera l'identité à la manière très efficace, d'ailleurs,
sur le plan interprétatif, des fièvres hexagonales de Michel Vinocq. Donc une culture politique française. Ce qui empêche de voir en Italie, en Andalousie, en Hongrie, en Pologne, en Ukraine, pour se limiter aux comparables européens, ces futurs possibles. Donc, entre ce passé de référence qu'est l'Antiquité et le plus actuel passé qu'est l'histoire depuis la Révolution française, le Moyen-Âge, ou plus précisément ce petit long Moyen-Âge que j'étudie, n'est qu'un entretemps faiblement mobilisable. On va seulement demander aux médiévistes pourquoi les gilets jaunes sont jaunes. Alors, Michel Pastoureau va répondre parce que dans la palette politique des couleurs médiévales, c'est la couleur de la traîtrise. L'or a pris sur lui tout le bon côté du jaune, la prospérité, la richesse, le bonheur, et tout le reste, ce qui jaunit, ce qui dépérit, ce qui vieillit, est jaune. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi des médiévistes? Est-ce que c'est simplement pour interroger la teinte du socle anthropologique immuable sur lequel nous agissons? Parce que pour le reste, la référence médiévale n'a guère été mobilisée, ou alors de manière dépréciative. Lorsque certains commentateurs politiques évoquent la tradition des jacqueries pour qualifier, ou en fait pour disqualifier le mouvement comme insurrection antifiscale, alors Gérard Noiriel proteste en remarquant que c'est une manière péjorative de déconsidérer un mouvement social comme violent et désorganisé, mais il a raison, sauf que du coup, il disqualifie aussi les jacqueries elles-mêmes, qui n'étaient ni anomiques, ni désorganisées. Comme d'ailleurs l'a noté Gaëtan Bonneau, qui est à la fois un spécialiste de la jacquerie comme événement et comme ressource mémorielle de mobilisation politique au XIXe siècle, sur un article du site Entre-temps, que je vous conseille de regarder, qui est une des nouveautés de ma chaire, avec Adrien Genoudet, www.entre-temps.net. Et ce post s'appelle « Jacquerie et Gilets jaunes, retour sur Jacques Bonhomme ». J'en profite d'ailleurs pour faire un appel au peuple. Cette histoire expérimentale des expérimentations médiévales du politique peut être réellement expérimentale et participative si, justement en utilisant ce portail, par exemple, eh bien, celles et ceux, étudiants, collègues, ceux qui veulent, curieux, qui ont en tête des expérimentations médiévales à mettre au catalogue de nos interprétations, peuvent le faire. Donc, il n'y aura pas rigoureusement des boîtes dans toutes les mairies, mais enfin au moins sur ce site Entre-temps. Et donc la question au fond, c'est de savoir comment on peut avoir un usage qui n'est pas strictement, je dirais, digressif ou ludique du Moyen-Âge, qui est un problème assez sérieux. Je ne méconnais pas effectivement, je dirais, justement cette nécessité d'avoir aussi le côté ludique, par exemple, actuel Moyen-Âge, qui est tout à fait sérieux comme jeu et dont le livre qui est récent s'appelle, le sous-titre est « Et si la modernité était ailleurs ?» Il s'agit bien de ça, effectivement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect distrayant, le Moyen-Âge sert à dépayser la modernité. Et de cela aussi, on pourrait discuter, même si, effectivement, parce que je ne suis pas de la même génération ou je n'ai peut-être pas la même culture politique, j'ai un rapport avec ce socle médiéval, disons, une relation peut-être un peu plus inquiète et une interrogation plus, je dirais, sombre sur la possibilité d'une connaissance par assonance. Et c'est de cela dont je voudrais commencer à parler en prenant un seul exemple qui est le plus éloigné apparemment de notre modernité et qui va trouver peut-être à la toute fin à se fracasser justement sur la dite modernité. C'est la question de la liturgie. Et je le ferai à partir d'un exemple qui est celui des laudes royales qui ont été étudiées par Ernst Kantorowicz
en 1946, mais en fait depuis les années 30. Et au fond, c'est de ce livre, Les Laudes royales, que je voudrais véritablement commencer. Ces foutues louanges s'avèrent bien plus assommantes que je ne l'avais imaginé. Le livre est beaucoup plus long que je le pensais, il fait au moins 350 pages, sans compter les notes qui sont un enfer. Dans une lettre adressée le 12 décembre 1940 à son jeune ami Édouard Roditi, Ernst Kantorowicz, donc le grand historien du droit médiéval, se plaignait de la lenteur et de l'ampleur du minutieux travail érudit qu'il avait entrepris sur les laudes royales, Laudes Regiae, ces chants liturgiques d'acclamation royale. Tout était parti d'une inscription sur une pièce de monnaie que l'on trouvait aussi bien dans la France de Saint-Louis que dans l'Empire de Frédéric II. Frédéric II, auquel Kantorowicz avait consacré une biographie instinctive et exaltée en 1927. Et l'inscription proclamait ceci: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande. Marc Bloch lui-même l'avait remarqué, qui avait consacré une note dans la revue historique à ce livre, Frédéric II, agréable à lire mais un peu emporté, tournant trop aisément au panégyrique, qu'on eût souhaité, je cite Marc Bloch, qu'on eût souhaité un peu plus concis et simple de ton. Kantorowicz, remarquait-il, n'est point, je crois, érudit de profession, mais plutôt homme de lettres. C'est parfaitement exact. Il est ce poète nationaliste du cercle de Stéphane Georg qui, piqué au vif par les critiques des historiens académiques allemands, va travailler à devenir un érudit, va travailler à mettre des notes dans des livres qui, au départ, en étaient dépourvus, ce qui fera changer d'avis Marc Bloch sur son compte, comme l'a montré Peter Schottler. Au passage, d'ailleurs, poésie et politique, avant d'être historien, Kantorowicz. Au passage, il faudrait s'interroger un peu plus sérieusement sur cette filiation poétique, qui ne désigne pas simplement une fièvre d'exaltation nationaliste, mais l'adhésion provisoire à une croyance politique. Une croyance politique dans le motif de l'Allemagne secrète. Qu'est-ce que c'était l'Allemagne secrète dans le cercle de Stéphane Georg? L'idée était que chaque époque obéit à des impulsions créatrices profondes, mais secrètes, qui demeurent inconnues aux contemporains jusqu'à ce qu'elles se révèlent brusquement à eux. Dans l'attente, elles se cristallisent en quelques héros d'exception, citoyens d'un règne de l'esprit qui double comme une ombre platonicienne le monde réel. Et il y aurait donc deux Allemagnes, une Allemagne officielle et une Allemagne secrète. Et l'Allemagne secrète se nourrit de substances mythologiques. Et parfois, comme lors du règne de Frédéric II, on aurait des moments de rapprochement maximal. Mais dans son dernier cours à l'université de Francfort, en 1933, qui s'intitulait justement « L'Allemagne secrète », Ernst Kantorowicz tentait de convaincre ses auditeurs que l'Allemagne nazie annonçait au contraire un moment d'éloignement maximal, mais c'était évidemment trop tard. Tout le monde n'en était pas persuadé. L'exégèse d'Hölderlin par Martin Heidegger était au même moment tout empreinte de cette poétique géorgienne de l'incarnation et de la domination. Cela, Marc Bloch ne le sait pas en 1928 lorsqu'il rédige sa note, mais voilà, j'en étais resté à ce moment où, pour l'heure, il est dubitatif, y compris d'ailleurs sur la forme biographique. C'est d'études plus larges qu'il faut attendre la réponse aux énigmes des destinées individuelles elles-mêmes, écrit-il de manière très profonde. Alors, Kantorowicz ne l'a pas lu, mais il a lu d'autres critiques et il s'est mis au travail. Et ma question, c'est de savoir, pour justement déjouer cet enthousiasme excessif qui était plus qu'un enthousiasme, qui était donc une croyance politique, il va choisir cet objet étrange qu'est les acclamations royales. Il va se plonger, et il s'en plaint dans la lettre que j'ai citée, qui se trouve page 242 de l'édition originale d'un livre de Robert Lerner, qui est la grande biographie d'Ernst Kantorowicz, qui est paru en 2017, et dont Gallimard annonce la traduction dans 2 mois, et qui décrit effectivement toute l'histoire contournée, lente de cette très difficile recherche. Pourquoi a-t-il choisi cela? Et qu'est-ce qu'il en attend
qu'est-ce qu'il en attend pour, au fond, se désintoxiquer, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, de ce qui a enivré sa jeunesse. En 1934, il commence ses recherches sur la généalogie liturgique des acclamations royales. Une première version du livre est rédigée en allemand en 1936, mais il décide de quitter l'Allemagne en 1938. Il se réfugie alors aux États-Unis. Il reprend son chantier, cette fois-ci en anglais, et c'est donc à l'issue de cette histoire intellectuelle et éditoriale très compliquée que le livre paraît en 1946. Il n'a été traduit en français qu'en 2004 chez Fayard sous le titre Laudes Regiae, une étude des acclamations liturgiques et du culte souverain au Moyen Âge. Et c'est sur ce livre-là que je voudrais, pour achever, lancer au fond ma réflexion. Comme l'a écrit Yves Sassier dans son compte-rendu paru dans Francia, le livre emprunte un très long cheminement, ponctué de savants détours, que l'auteur qualifie lui-même de tâtonnement, et où on suit, c'est un livre difficile, et un peu envoûtant par justement ces détours, la traduction des laudes et de cette triade universaliste, le tricolon, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, comme cri de guerre, entonné par les croisés face à leurs adversaires musulmans, repris par dans le monde normand, de l'Italie du Sud au XIIe siècle, mais aussi dans tout le monde anglo-normand, et jusque dans ses versions coloniales. Ainsi, les laudes vénitiennes chantées dans leur dépendance insulaire de l'Adriatique et de la Méditerranée orientale jusque très tard. Donc, c'est une invocation liturgique qui sent un peu sa soldatesque, écrit Kantorowicz, qui est liée à l'esprit de croisade et plus globalement à la théologie de la victoire. Et voilà pourquoi la triade latine se trouve gravée sur des monnaies, bien sûr, mais aussi sur de nombreux objets, et en particulier métalliques. Sur la lame de l'épée, elle permet d'espérer des victoires. Sur les cloches des églises, elle en présage l'annonce, écrit Kantorowicz. Et cette diffusion, d'ailleurs, est si massive qu'elle inspire rapidement des retournements parodiques, comme ces vers de Guillaume de Châtillon, « Numus vincit, numus regnat, numus cuntis imperat », c'est l'argent qui vint, c'est l'argent qui règne, c'est l'argent qui commande à tous. Il absout les accusés, il enchaîne les justes, il empêche et libère. Et ces vers font allusion au fait que Saint Louis avait fait graver la triade latine sur ses deniers. Et donc on retrouvera d'ailleurs la même plaisanterie au temps de Louis XIV qui fit graver sur ses monnaies la devise « Per me reges regnant ». Par moi, les rois règnent, mais qui ça, moi ? L'allégorie de la justice qui timbre la verre du denier ou l'argent lui-même. Cette capacité de la gravité liturgique à se subvertir en son double parodique caractérise aussi toujours l'expérience médiévale. Il ne faut jamais oublier que c'est ça aussi le Moyen-Âge, cette capacité effectivement de rebond et de retournement. Mais au-delà de la devise latine, la formule se déploie en une louange complète qui est, après avoir invoqué par 3 fois le Christ vainqueur, roi et empereur, acclame le pontife, l'empereur, puis toute une longue liste de saints et d'anges, et même de fonctionnaires impériaux qui sont relancés par le tricolore. Donc, on retrouve le ciel, la terre, les anges, les serviteurs de l'État, le pape, l'empereur, dans le contexte d'une théologie politique carolingienne qui se développe à partir de Pépin le Bref, milieu du 8e siècle donc, comme une restauration de la royauté biblique d'inspiration davidienne, culminant avec l'instauration justement du rite de l'onction royale, qui produit une liturgisation du pouvoir séculier. D'ailleurs, il y a une miniature d'un manuscrit liturgique qui est conservé à Munich sous la cote 14-3122. C'est un séquenciaire tropière de l'abbaye de Saint-Émran, près de Ratisbonne, qui est probablement copié au XIIe siècle et qui est
translittéré en neume sans galien, bon, bref, et qui conserve une version justement de la litanie des laudes qui est désignée comme chant royal, Régal et Carmen, et qui montre un roi portant sceptre et couronne qui siège sur le trône formé par le X de l'initiale de Christus Vincit, comme si effectivement les laudes étaient le trône de la majesté, comme si de manière réaliste et non allégorique, ce qui ne veut pas dire que l'acclamation a une valeur constitutive, elle n'en a pas, mais réaliste, on disait que le roi règne par, dans, avec le Christ. Tout ça, ça se nous montre Kantorowicz dans les années 780-790, c'est-à-dire qu'on a des formules carolingiennes de l'acclamation royale et de la litanie des saints qui tressent des éléments anglo-irlandais et gallicans d'une part, romains de l'autre, et donc qui cristallisent autour de la personne de Charlemagne la figure davidienne du prêtre et roi, cette formule théologico-politique d'inspiration vétérotestamentaire qui exprime une harmonie cosmique entre l'Église, l'État, que, évidemment, la coupure grégorienne va déstabiliser. Lors du couronnement d'Othon IV en 1209, pour la première fois, l'union des deux personnes sur le mode byzantin rex et sacerdos est brisée. Dans les laudes, pour l'empereur, le pape n'est plus nommé, et réciproquement. On entre donc dans un autre monde, sous le choc sans doute d'une autre conception du droit, c'est ce que montre Kantorowicz, et qui est le monde qui effectivement oublie, enfin non, ne l'oublie pas, enfin renonce à ce rêve universaliste. Ben, ça, c'est de l'histoire médiévale, ça, ce que je viens de vous faire. Hein, et plus particulièrement de l'histoire des pouvoirs à l'époque médiévale. Bon. Et c'est ce que fait Kantorowicz. Mais l'histoire contemporaine est venue bousculer le cheminement très lent du livre de Kantorowicz. Et plus que le bousculer, le percuter. Il y a d'abord cette acclamation, en mars 1938. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Donc Kantorowicz comprend qu'elle remonte à la formule utilisée par Frédéric Ier Barberousse, le grand-père de Frédéric II, Unus Deus, unus Papa, unus Imperator. Ce qui est en jeu d'ailleurs dans cette reprise, c'est aussi un écho rythmique. D'abord parce qu'une acclamation, c'est un cri de guerre, un slogan. Elle est faite pour être répétée plusieurs fois. Le fait est avéré dans les acclamations romaines, qui ont une structure triadique comme ça, qui scande l'anaphore rhétorique. Et ainsi, dans celle-ci que cite Kantorowicz bien avant, plus tôt dans son livre, au chapitre 2, et qui est transmise par Sueton, qui est une acclamation romaine, Salva Roma, Salva Patria, Salva Est Germanicus. Donc, il s'agit à nouveau, vous le voyez, comme plus tard Unus Deus, Unus Papa, Unus Imperator, comme plus tard encore Ein Volk, ein Reich, ein Führer, d'une triple ascendette d'exclamation en anaphore qui tend vers un climax, visant l'acclamation la plus longue et la plus significative, ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, à la fin. Au fond, nous sommes ici tout proches d'une question qui ne s'avoue jamais comme telle en Occident. Qu'est-ce qui, pour le dire comme Alain Wischfels, qui est le traducteur de ce livre et qui a occupé ici la chaire, une des chaires européennes au Collège de France, où il a parlé justement de droit comparé. Quelle est la tradition de la transe en Occident? Et en quoi est-elle politique et collective? Ce que Kantorowicz appelle la vie intérieure des cérémonies est peut-être justement une manière d'aborder pour l'Europe occidentale, et oui, ce que j'appelle un reste très embarrassant, liturgique, ce lien rituel dont Mishima disait qu'il confère, je le cite, le sentiment radieux d'être semblable aux autres. Nous sommes alors à la toute fin du livre, qui s'achève par l'évocation de la force émotionnelle produite par les acclamations fascistes. Et voilà ce qui a fait tilt à mes oreilles, c'est presque la fin. En écoutant ce chant
exécuté par les Balias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation. Et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. Kantorowicz parle. Ah bon? Il y a donc des dangers inhérents au métier d'historien, c'est-à-dire plus précisément encore à la profession d'exhumer le passé. Et que quand on nous demande frénétiquement, parce que les événements semblent l'exiger, alors c'est quoi le précédent? Racontez-nous une histoire. Et si on exhume le passé, alors on ferait quelque chose de potentiellement dangereux. C'est un problème qui, à mon avis, est un problème qu'il faut prendre sérieusement. Comme au fond, une alerte sur, je dirais, la déformation professionnelle, une expérimentation. Or, Kantorowicz, avec les Laudes, ne produit pas seulement une expérimentation historiographique, il rend compte de l'expérience de pensée et d'émotion que provoque chez lui le retour intempestif de cette expérimentation médiévale, les Laudes, faisant irruption dans l'aujourd'hui avec fracas. Le dernier chapitre de son livre, de Laudes Regiae, s'intitule « Les Laudes à l'époque contemporaine ». Il évoque une lente désuétude à partir du XVIe siècle. Elles furent encore chantées en 1530 au couronnement de Charles Quint, mais cette érosion laisse, comme en géographie, derrière elle quelques buts témoins, en Bohême ou en Dalmatie, où la formule survit en retrait de la domination vénitienne au XIXe siècle. Et oui, l'histoire n'a pas toujours la netteté théâtrale que certains espèrent. En Angleterre, c'est super. En Angleterre, les derniers Laudes, la formule Christus Vincit, se trouve en marge de l'ordo du couronnement de Richard II en 1377. Donc voilà, là on peut faire un cours avec ça en disant ben voilà, on ne parle plus de royauté davidienne à partir de 1377. Bon, mais ce n'est pas vrai partout. Et cette impureté dans le cours du temps permet des passages de relais surprenants. Ainsi, lors des fêtes de Pâques de l'année 1918, Charles, le dernier empereur Habsbourg, est aussi le dernier à recevoir cette acclamation liturgique peu avant l'effondrement politique de son empire. Au fond, juste au moment où se brise, en Europe centrale, le dernier lien qu'une monarchie moderne, celle de la couronne d'Autriche, maintenait avec les souverains de l'Empire d'Orient. À travers les Laudes, on a donc un outil puissant, vous voyez, de périodisation ou de dépériodisation. Il résulte d'une expérimentation rituelle que l'on peut dater précisément, 780. Donc, dans l'effet de souffle de l'invention de l'onction royale, le coup d'État de Pépin le Bref, 751, où on dit effectivement, suivant l'usage des Francs, Pépin fut élu roi, oint par la main de l'archevêque Boniface, lit-on dans les annales royales des Francs, mais évidemment, on dit comme on a toujours fait au moment où on fait pour la première fois. Et donc ça, c'est une innovation. De même que pour contrer cette innovation, on sait maintenant, presque à coup sûr, que la papauté va rédiger le plus fameux faux de l'histoire médiévale ou de l'histoire tout court, la donation de Constantin, précisément dans ce contexte franc, précisément à ce moment-là. Donc, une réaction pontificale et, au fond, un modèle de royauté qui va faire long feu, mais dont l'ensemble du Moyen-Âge va voir, au fond, errer le spectre. Et donc, on va pouvoir dater la fin des acclamations à la mort de Richard II, en 1400, au couronnement de Charles Quint, en 1530, ou en 1918, donc il en ira de la longueur du long Moyen-Âge. Donc nous sommes en 1918. Alors là, c'est fini, pour 4 ans. Pour 4 ans seulement. Le 6 février 1922, Achille Ratti est élu pape sous le nom de Pie XI. C'est un Milanais, très sportif, alpiniste de renom. Il inaugure plusieurs voies du Cernin, du Mont Blanc, qui porte son nom. C'est un érudit,
préfet de la bibliothèque ambrosienne, spécialiste de Charles Borromée. Et à la fin du mois d'octobre 1922, eh bien, ce sont les fascistes qui marchent sur Rome, et Mussolini aussi vient de Milan. Tiens, c'est marrant. C'est-à-dire que les deux futurs partenaires des traités du Vatican vont se lancer des défis et des contre-défis, et l'un des premiers terrains de cette politique d'intimidation est liturgique. En 1925, Pie XI institue une nouvelle fête religieuse qui est issue du mouvement liturgique, celle du Christ roi. Il s'agit de faire front aux ambitions totalitaires du fascisme italien en opposant l'idéal transcendantal de l'empire universel du Christus Rex. Et donc il fait ressurgir les laudes. Et c'est ici qu'intervient le travail de l'érudition. Et c'est pour ça que Kantorowicz dit que, et oui, c'est dangereux, ce métier d'exhumer le passé. Il précise d'ailleurs que le pape Pie IX avait pu entendre encore à Zadar, lors de son jubilé pontifical de 1871, les laudes, et le rapport entre la Dalmatie et la Croatie même, et la réforme grégorienne est aujourd'hui un problème important qui est travaillé notamment par Stéphane Johanni. Tandis qu'au fond, donc, il y a cette histoire discontinue. Mais la nouvelle messe qui est établie alors lors de la fête de la royauté du Christ est surtout inspirée par les promoteurs de la renaissance de la musique grégorienne dans un milieu musicologique apparemment éloigné de toute politique qu'on appelle justement le mouvement liturgique. Ainsi, put à nouveau s'entendre dans les églises romaines cette acclamation ancienne et en même temps nouvelle, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je cite Kantorowicz. Toutefois, toute renaissance du passé est comme une lame à double tranchant. Lorsque Pépin ressuscita l'idéal du rex et sacerdos avec l'onction royale d'inspiration biblique, il ne pouvait se douter que cette innovation serait immédiatement contrée par la donation de Constantin et contribuerait ainsi à promouvoir le pendant du sacerdos et imperator dans la hiérarchie ecclésiastique. Il en va de même avec les répercussions inattendues du cri Christus Rex, qui est repris dans toute l'Europe fasciste, en Belgique, par les rexistes, justement, en Espagne, par les franquistes, soldatos de Cristo Rey. Et c'est ainsi que s'achève le livre de Kantorowicz, par l'évocation de ce chant italien, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, à notre pontife suprême et Père universel, paix, vie et salut perpétuel. À notre roi Vittorio, qui règne avec bonheur par la grâce de Dieu, vie et salut perpétuel. Au Duce, Benito Mussolini, la gloire du peuple italien, paix, vie et salut perpétuel. Quand ceux d'en haut parlent de paix, le petit peuple sait que c'est la guerre, écrit alors Bertolt Brecht. Mais ce ne sont pas les derniers mots du chant des Balilas, qui sont aussi les derniers du livre. Tempora bona veniant, que viennent les temps favorables. Comment on peut terminer ainsi un livre d'histoire médiévale? Quelle étrange fin! Aussi étrange que la fin du dimanche de Bouvines. On l'a oublié. Mais à la toute fin du dimanche de Bouvines, Felipe Brandi l'a bien décrit dans un article dans les cahiers du Centre de recherche historique. Duby, qui effectivement peut-être se reproche d'être s'être laissé emporter, lui aussi, par le rythme même de la narration de son témoin, qui prenait avec lui la théologie de la victoire. Duby donc achève son livre sur l'évocation crépusculaire de la théologie politique de la croisade et du Dieu des batailles, tel que Franco, en 1971, la célèbre de manière lugubre en commémorant la bataille de Brunete. 1975, le dimanche de Bouvines. C'est de l'histoire chaude. Et voilà les derniers mots. Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le Dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts, un soir, à Brunete, avait autrefois plané sur Bouvines,
Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï, 1975, et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce Dieu-là non plus n'est pas près de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Comment peut-on écrire un livre d'histoire médiévale qui s'achève par ces mots? Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Merci.